Le dernier jour de Coluche partie 1. Avant tout, si vous aimez les histoires vraies, celles qui parlent de vie, de destin et d'humanité, abonnez-vous à Prisme de Renom. Ici, nous redonnons vie aux figures qui ont marqué leur époque, pour ne jamais oublier ce qu'elles ont laissé derrière elles. Le 19 juin 1986, la lumière du sud de la France baignait la Côte d'Azur d'un éclat presque irréel. Le ciel, d'un bleu limpide, semblait célébrer l'été. Les collines d'Opio et de Grasse s'étendaient, dorées et silencieuses, parfumées par les champs de lavande et les pins chauffés au soleil. C'était un après-midi ordinaire, calme, presque banal. Pourtant, pour Michel Coluxy, que tout le monde appelait Coluche, cette journée allait devenir la dernière. Quelques heures plus tôt, il avait quitté la maison d'un ami, souriant, libre, un peu fatigué peut-être, mais heureux. Son visage portait encore cette lumière si particulière, mélange de malice et de tendresse, que tout le monde connaissait. Il roulait sur sa moto, une Honda 1100, cheveux au vent, lunettes de soleil accrochées à son col, savourant ce simple plaisir d'homme libre. Pour lui, la route était un espace de respiration. Loin des plateaux de télévision, loin du tumulte des projecteurs, Coluche redevenait juste Michel. Un homme, un ami, un père, un rêveur. À ce moment-là, personne ne savait que chaque seconde comptait. Le moteur ronronnait comme un compagnon fidèle. Devant lui, la route serpentait entre les collines, bordées d'arbres et de murs de pierre. Le soleil descendait lentement, projetant une lumière dorée sur l'asphalte. Il y avait quelque chose de paisible, presque cinématographique dans ce décor. Coluche venait de vivre des mois intenses. Il avait arrêté sa campagne présidentielle quelques mois plus tôt, déçu par la violence politique, mais fier d'avoir osé bousculer un système qui lui paraissait figé. Il était redevenu humoriste. Mais son regard sur le monde avait changé. Derrière le clown, il y avait désormais un homme blessé par les injustices qu'il voyait. Un homme qui voulait continuer à faire rire, mais qui ne supportait plus de voir souffrir les autres. Il pensait souvent à ses enfants, à ses amis, à ce qu'il ferait ensuite. Certains disaient qu'il préparait un retour sur scène, d'autres qu'il voulait se retirer pour écrire. La vérité, c'est qu'il cherchait simplement un peu de paix. Et peut-être, dans cet après-midi ensoleillé, il l'avait enfin trouvé. Il roulait depuis plusieurs minutes, quand, quelque part entre Opio et Grasse, la route s'est soudain resserrée. Un camion surgit devant lui, manœuvrant lentement pour se garer sur le bas-côté. Coluche, pris de court, freina brusquement. La moto se déporta légèrement. Le choc fut inévitable. En une fraction de seconde, tout bascula. Le bruit fut sourd, brutal. Puis le silence. Ce silence étrange, pesant, qui suit les drames. Sur l'asphalte, son corps reposait à côté de sa moto brisée. Ses lunettes de soleil, toujours accrochées à son col, semblaient défier le destin. Le soleil continuait de briller, indifférent. Comme si le monde refusait encore d'admettre ce qui venait de se passer. Quelques minutes plus tard, des passants s'arrêtèrent. On reconnut rapidement la silhouette de Coluche. Des cris, des larmes. Des gestes précipités. Mais il était trop tard. L'homme qui avait fait rire toute la France venait de partir, à 41 ans, sur une route baignée de lumière. À Paris, personne ne savait. Encore. Les radios continuaient à jouer des chansons, les terrasses étaient pleines. Ce n'est que plus tard, dans la soirée, que la nouvelle tomba, comme un coup de tonnerre. Coluche est mort dans un accident de moto sur la route de Grasse. Une phrase sèche, froide, qui fit l'effet d'un séisme. Pour des millions de Français, le temps s'arrêta. L'humour venait de perdre sa voix la plus libre. La plus sincère. Coluche, celui qui avait osé tout dire, celui qui avait donné aux oubliés le droit de rire, venait de quitter la scène sans avertir. Mais si ce jour-là marque la fin d'une vie, il marque aussi le début d'une légende. Car Coluche, plus qu'un humoriste, était devenu un symbole. Un miroir de la société, un cri d'amour et de révolte. Son dernier instant, sur une route de Provence, n'était pas seulement une tragédie. C'était une métaphore. Celle d'un homme qui allait toujours trop vite, parce qu'il avait trop à donner. Et si le monde l'a pleuré, c'est parce qu'au fond, chacun sentait qu'il représentait un peu plus qu'un comédien.
Il représentait la vérité nue, celle qu'on n'ose pas dire, mais qu'on ressent tous. Le dernier jour de Coluche, partie 2. Les signes avant la tragédie. Les jours qui précédèrent le drame semblaient d'une simplicité presque rassurante. Coluche riait, plaisantait, vivait au rythme de ses envies. Pourtant, autour de lui, certains proches avaient remarqué quelque chose d'étrange. Un calme nouveau, une fatigue dans le regard, une mélancolie qu'il ne cherchait plus à cacher. Comme si, derrière son éternel sourire, une autre pensée s'installait, discrète mais profonde. Depuis quelque temps, il parlait souvent de la mort. Pas avec peur, ni tristesse, mais avec une curiosité presque apaisée. Un soir, à table, il avait lâché une phrase qui fit frissonner ses amis, « Si un jour je meurs sur la route, au moins je mourrai libre. » Tout le monde avait ri, croyant à une de ses provocations habituelles. Mais lui ne riait pas. Il observait le fond de son verre, pensif, puis changeait de sujet. Ce n'était pas la première fois qu'il évoquait ce genre de choses. Quelques semaines plus tôt, lors d'une interview, il avait parlé du destin, de la fragilité de la vie, de la vitesse comme d'une manière d'exister intensément. Il disait que les routes lui rappelaient les planches de théâtre. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais on fonce quand même. Dans ces mots, il y avait cette philosophie du risque, ce goût du défi qu'il avait toujours défini. Mais cette fois, quelque chose sonnait différemment. Ses amis les plus proches, comme Romain Bouteille ou Véronique Cantor, la mère de ses enfants, l'avaient senti. Il semblait plus détaché, plus silencieux. Le Coluche flamboyant, celui qui lançait des blagues au kilomètre, laissait parfois place à un homme fatigué, presque désenchanté. Il riait encore, bien sûr, mais ses rires avaient changé de couleur. Ce n'étaient plus des éclats, c'étaient des soupirs déguisés. Il avait connu la gloire, la richesse, l'amour, la haine, la politique, le scandale. Il avait bousculé la France entière. En riant des puissants, en dénonçant les hypocrisies, en osant dire ce que personne n'osait formuler. Mais au fond, Coluche n'avait jamais été un homme de pouvoir. Il était un homme de cœur. Et ce cœur, justement, s'était fatigué de lutter. Après l'échec de sa campagne présidentielle, il avait ressenti un vide immense. Il avait cru, un instant, que le rire pouvait changer le monde. Que les mots pouvaient suffire à renverser l'injustice. Mais la réalité l'avait rattrapé, brutale. Il avait vu la politique de l'intérieur et en était ressorti blessé. Plus lucide. Mais aussi plus seul. Dans les semaines précédant sa mort, il s'était réfugié dans le sud, à Opio, entouré de quelques amis fidèles. Il voulait respirer, retrouver un peu de simplicité. Fuir le bruit de Paris. Là-bas, il cuisinait, bricolait, roulait à moto. Il disait qu'il se sentait vivant quand il conduisait. Peut-être parce qu'à moto, comme sur scène, il n'y avait pas de triche. Possible. On est soi-même, sans masque, face à la route et au vent. Un soir, autour d'un feu, il avait dit à un ami, « Je crois que j'ai tout fait. Tout ce que je devais faire. » L'autre avait ri, pensant à une nouvelle blague. Mais Coluche avait ajouté calmement, « Quand on a tout donné, le reste, c'est du bonus. » Ces mots résonneront étrangement quelques jours plus tard. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la route qu'il aimait allait devenir son dernier théâtre. Le matin du 19 juin 1986, il s'était levé tôt. Le ciel était clair, la chaleur déjà présente. Il prit un café. Appela un ami, parla de projets, de vacances, de films à venir. Rien ne laissait présager un drame. Vers midi, il décida d'aller faire un tour à moto. Ce n'était pas prévu. Juste une envie. Une impulsion, comme souvent chez lui. Il aimait ce sentiment de liberté, cette impression que la vie pouvait tenir dans le rugissement d'un moteur. Avant de partir, il embrassa ses amis. Lança une dernière plaisanterie et mit son casque. Ce geste, simple et quotidien, allait être le dernier d'une existence passée à défier les conventions. Certains témoins raconteront plus tard que, sur la route, il paraissait concentré, tranquille, presque heureux. Il roulait sans excès, savourant le vent sur son visage. Rien ne semblait anormal. Jusqu'à ce virage, là où la route se rétrécit. Là où un camion venait de s'engager. Une seconde d'inattention,
une fraction de destin, et tout s'est figé. Mais au-delà du drame, nombreux sont ceux qui, avec le recul, ont vu dans ces derniers jours une sorte de pressentiment. Comme si Coluche savait. Comme s'il avait accepté, d'une manière instinctive, que sa mission était accomplie. Il disait souvent qu'il voulait mourir debout. Sans jamais tricher. Et c'est ainsi qu'il est parti, libre, sincère, fidèle à lui-même. Ce 19 juin, le monde a perdu un humoriste, mais la France a perdu bien plus. Elle a perdu un miroir. Un homme qui lui ressemblait, avec ses colères, ses rires et ses contradictions. Le dernier jour de Coluche partie 3, l'héritage de Coluche. Quand la nouvelle de sa mort se répandit dans les journaux, les radios et les foyers de France, un silence s'abattit sur le pays. C'était comme si l'on venait d'éteindre une lumière familière. Les gens ne voulaient pas y croire. Coluche. Celui qui faisait rire les familles, celui qui parlait avec les mots du peuple, celui qui avait défié les puissants sans jamais se prendre au sérieux, ne pouvait pas être parti. On disait que la France avait deux voix pour rire, celle de Coluche et celle de Desproges. Ce jour-là, l'une s'était tue à jamais. Dans les rues, dans les cafés, dans les foyers modestes, chacun en parlait. Ce n'était pas seulement la mort d'un artiste, c'était la perte d'un frère, d'un voisin, d'un ami invisible. Les gens disaient, ils disaient tout haut ce qu'on pensait tout bas. Et c'était vrai. Coluche n'était pas un humoriste comme les autres. Il n'observait pas le monde de loin, il y vivait pleinement. Il parlait des flics, des ministres, des patrons, mais aussi des chômeurs, des ouvriers, des oubliés. Son humour n'était pas méchant, il était juste. Et c'est pour cela qu'il touchait autant. Quelques mois avant sa mort, il avait eu une idée simple et folle. Créer une association pour nourrir ceux qui n'avaient rien. Les Restos du Cœur. Au départ, beaucoup l'avaient pris pour une plaisanterie. Un humoriste qui veut faire de l'humanitaire. C'était presque absurde. Mais lui y croyait dur comme fer. Il avait dit à la radio, on va faire une cantine gratuite pour ceux qui ont faim. Une phrase lancée avec désinvolture. Mais qui allait changer des millions de vies. Le premier hiver, en 1985, les Restos du Cœur servirent plus de 8 millions de repas. 8 millions. Grâce à la générosité des gens. Grâce à la puissance d'un message simple, on peut tous aider. Coluche ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Il voulait juste que personne ne meure de faim dans un pays riche. Cette idée, née d'un élan du cœur, est devenue un mouvement national. Et aujourd'hui encore, près de 40 ans plus tard, son nom est toujours associé à cette solidarité. Il disait souvent que le rire ne suffisait pas. Qu'à un moment, il fallait agir. Son humour avait éveillé les consciences, mais son engagement, lui, avait changé des destins. Il avait compris que le véritable courage, ce n'était pas de se moquer des puissants, mais de tendre la main aux faibles. Ses amis, les artistes, les comédiens, les musiciens, tous se sont mobilisés après sa disparition. Quelques mois plus tard, les Enfoirés sont nés. Une troupe de chanteurs et d'acteurs réunis pour continuer son combat, pour faire vivre l'idée des Restos du Cœur. Ce que Coluche avait commencé dans un studio de radio. D'autres allaient le prolonger sur les plus grandes scènes de France. Chaque année, des millions de spectateurs, des milliers de bénévoles, et toujours, au centre, cette voix absente mais omniprésente, celle de Coluche. Mais son héritage ne s'arrête pas à cette œuvre immense. Il a laissé quelque chose de plus profond, une manière d'être. Une liberté de parole qui, aujourd'hui encore, semble presque impossible. Il osait dire la vérité, sans masque, sans calcul. Il n'avait peur de rien, surtout pas du ridicule. Et c'est peut-être cela, sa plus grande force. Il riait de tout, y compris de lui-même. Dans ses sketchs, il n'y avait pas de haine. Il y avait de la lucidité, de la tendresse, de la révolte. Il incarnait le peuple, mais il ne le flattait jamais. Il le secouait, il l'éveillait. En cela, il n'était pas seulement un comédien. Il était un poète social, un moraliste déguisé en bouffon. Après sa mort, beaucoup ont cherché à comprendre. Certains ont parlé d'un accident bête, d'autres ont évoqué des théories plus sombres. Mais au fond, le plus important n'était pas comment il était mort, mais pourquoi il avait en vécu.
parce que Coluche n'a pas seulement existé, il a brûlé. Il a vécu vite, fort, intensément, sans jamais tricher. Il a aimé, ri, souffert, crié. Et c'est pour cela que, des décennies plus tard, on se souvient encore de lui comme d'un homme vrai. Dans les écoles, on montre ses vidéos. Dans les théâtres, on rejoue ses textes. Dans les cœurs, on garde son rire. Il fait partie de cette petite poignée d'artistes qui n'appartiennent plus au passé, mais à la mémoire collective. Coluche, c'est la voix du franc-parler, du bon sens, de l'amour du peuple. Il disait, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas, une phrase d'humour, mais surtout une leçon de lucidité. Dans un monde où tout semble calculé, où les mots sont pesés, il reste ce symbole de sincérité absolue. Il rappelait à chacun qu'on peut changer les choses sans se prendre au sérieux, qu'on peut être drôle et profond à la fois. Le 19 juin 1986. La route a pris Coluche, mais elle n'a pas pris son message. Parce que les idées, elles, ne meurent jamais. Aujourd'hui encore, quand les restos du cœur ouvrent leurs portes chaque hiver, c'est un peu de lui qui revient. Chaque repas servi, chaque sourire rendu, chaque geste de solidarité porte son empreinte. Il n'est plus là, mais il continue de nourrir. Et dans les rires du public, dans les micros des jeunes humoristes, dans les voix qui osent dire ce que d'autres taisent, son esprit plane toujours. Coluche est devenu une conscience. Une de celles qu'on ne peut pas faire taire. Le dernier jour de Coluche partie 4, l'adieu de la France à Coluche. Les jours qui suivirent l'accident furent d'une tristesse rare. Dans tout le pays, un voile de silence et de chagrin recouvrit les visages. À la radio, les animateurs parlaient avec retenue. À la télévision, les images de Coluche passaient en boucle, ses sketchs, ses coups de gueule, ses fous rires. Chaque mot, chaque sourire prenait désormais un sens nouveau. Ce qui, hier encore, faisait rire, faisait maintenant pleurer. Le 24 juin 1986, la France lui dit adieu. Ses funérailles eurent lieu à Montrouge. Dans la banlieue parisienne, là où tout avait commencé. Des milliers de personnes affluèrent, sans invitation, sans organisation, simplement poussées par le besoin d'être là. Il y avait des jeunes, des anciens, des familles entières, des ouvriers en bleu de travail, des artistes, des politiques, des inconnus. Tous venus saluer une dernière fois celui qui, d'une manière ou d'une autre, avait touché leur vie. Le cercueil, recouvert de fleurs, avançait lentement, porté par ses amis les plus proches. Romain Bouteille, Thierry le Luron, et tant d'autres qui tentaient de cacher leurs larmes derrière des lunettes noires. Le silence n'était rompu que par les applaudissements, timides d'abord, puis unanimes, comme si le peuple entier voulait dire merci. Dans la foule, beaucoup chantaient doucement, les restos du cœur, cette chanson devenue symbole, écrite en hommage à sa cause. D'autres brandissaient des pancartes où l'on lisait « Coluche, t'étais des nôtres ». Ce jour-là, la France ne disait pas adieu à une star. Elle pleurait un frère. Au cimetière, le prêtre parla peu. Il évoqua la générosité, l'engagement, la vérité d'un homme qui avait fait du rire une arme contre la misère. Puis vint un moment suspendu. Les applaudissements cessèrent, et le silence retomba, épais, vibrant. Ce silence-là n'était pas celui du deuil, mais du respect. Ceux qui étaient là se souviennent encore de cette atmosphère étrange, entre tristesse et gratitude. Tristesse d'avoir perdu un homme unique. Gratitude d'avoir vécu à son époque. Il y avait dans l'air une certitude, Coluche ne serait jamais oublié. Dans les jours qui suivirent, les lettres affluèrent. Des centaines de milliers. Des anonymes écrivaient pour dire merci, pour raconter comment ces mots les avaient aidés, comment son rire avait accompagné leur soirée, comment son courage leur avait donné de la force. Les journaux reçurent plus de courriers qu'ils n'en avaient jamais eu. Pour un artiste, certains y voyaient la preuve qu'il avait dépassé le statut de comédien pour devenir une figure nationale. Les restos du cœur, eux, continuèrent leur mission. Plus fort encore. Comme si chaque repas servi était une manière de lui dire qu'il n'était pas parti pour rien. Chaque hiver, les bénévoles se rappellent son visage, sa voix, son énergie. Certains d'entre eux étaient enfants quand il est mort, mais ils connaissent son nom par cœur.
parce qu'il symbolise quelque chose de rare, l'humour au service de l'amour. Avec les années, sa légende n'a cessé de grandir. Des documentaires, des films, des livres ont retracé sa vie, son combat, son audace. Mais aucune image, aucun mot ne peut vraiment capturer ce qu'il était. Coluche, c'était un ton, un regard. Une vérité nue. Il pouvait parler des choses les plus graves avec une simplicité désarmante. Il avait compris que l'humour n'est pas une fuite, mais une façon d'affronter le réel. Aujourd'hui. Encore, dans les rues de Paris, on peut croiser des fresques à son effigie. Son visage, mi-souriant, mi-sérieux, rappelle qu'il y eut un temps où un homme, seul avec son micro, osa dire la vérité à tout un pays. Et ce pays, au lieu de le rejeter, l'a aimé. Chaque année, le 19 juin, des hommages fleurissent. Des motards parcourent la route d'Opio à Grasse, là où tout s'est arrêté. Ils déposent des fleurs, allument des bougies, font rugir leurs moteurs dans un mélange de tristesse et de fierté. Ce n'est pas un culte, c'est une promesse, celle de ne jamais oublier. Parce qu'au fond, Coluche n'est pas mort sur cette route. Il vit encore, dans les éclats de rire qu'il a laissés, dans les repas partagés, dans la liberté qu'il a inspirée. Son nom, aujourd'hui, est devenu synonyme d'humanité. Et si la France continue de l'aimer, c'est parce qu'il a su parler à chacun sans jamais juger. Il a fait tomber les barrières entre les classes, entre les rires et les larmes, entre la dérision et la tendresse. Il a prouvé qu'on peut être drôle sans être cruel, engagé sans être moralisateur, vrai sans être parfait. Dans la lumière d'un après-midi d'été, quelque part entre Opio et Grasse, la vie de Coluche s'est arrêtée. Mais dans la mémoire de millions de Français, elle continue de rouler, libre, insolente et lumineuse, comme une moto qui ne s'éteint jamais vraiment. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Prisme de Renom. Si vous avez ressenti quelque chose en revivant la vie de Coluche, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits d'artistes qui ont marqué notre monde. Et vous, dites-moi, selon vous, que nous aurait dit Coluche aujourd'hui, face au monde tel qu'il est devenu?